C'est bientôt Noël, parlons de cruauté animale et de violeurs récidivistes. Bon, c'est avéré, j'ai un problème avec les intros. Alors, je sais que je vous avais promis dans l'épisode précédent que j'allais déterrer des petites pépites méconnues. Bon, au titre de la vidéo, vous apercevez que c'est pas vraiment le cas. Mais j'avais aussi dit que je me gardais le droit de m'en plafonner un ou deux best-sellers par-ci par-là. Et bah, vu que c'est bientôt Noël, autant se faire plaisir. Je suis un grand fan de Stephen King. J'aime la puissance évocatrice de son style, coulant, fluide, simple, mais surtout ce que je kiffe et ce que je pense être la clé de son succès, ça pourrait se résumer à ça, l'incroyable ordinaire. Stephen King, c'est l'émergence dans la vie d'un individu ou d'une famille, de l'horreur ou du surnaturel, et c'est ça qui fonctionne. Très loin de l'horreur cosmique de Lovecraft, celle de Stephen King se situe souvent à hauteur Dieu, et peut revêtir un aspect très humain. Et enfin, King n'utilise que très rarement l'horreur pour l'horreur. On se rend compte qu'elle sert surtout de mise en lumière de l'humanité. Enfin, une mise en lumière, c'est même carrément un détartrage à l'acide, hein. On jette l'horreur sur les personnages et on observe leur nature profonde remonter. Alors des fois c'est beau et héroïque, mais la plupart du temps c'est en demi-teinte, voire carrément sombre. C'est ça que j'aime dans les bouquins de King, et plus généralement dans les bons thrillers. Et je m'attendais à retrouver cet état d'esprit dans le roman de Maxime Chatham, Que ta volonté soit faite. Pourquoi ? Bah peut-être parce que pendant la campagne de promotion du bouquin de Chatham, on évoquait souvent les influences de Stephen King, dont Maxime Chatham avoue être plutôt fan. Peut-être aussi parce que ça se déroule dans une petite ville du Midwest américain. Peut-être aussi parce que le résumé collait pas mal l'accent sur la noirceur et l'horreur humaine, donc pas mal psychologique. Donc j'ai acheté le bouquin, et je l'ai lu. Et ce qui m'a satisfait, la réalité est bien plus sombre. Comme d'hab, un petit mot au sujet de l'auteur. Chatham, c'est la définition du poids lourd. À 40 ans, l'ami Maxime a plus d'une vingtaine de romans en compteur, certains traduits en plus de 15 langues, des millions de ventes, bref, il est ce qu'on appelle un auteur bankable. Bien qu'il ait côtoyé l'aventure fantasy avec la saga Autre-Monde, il s'illustre surtout dans le genre thriller policier, des fois avec des petites touches de fantastique. Ah, et il est rôliste et fan de Lovecraft, et il a écrit un petit mot dans le livre de campagne Par-delà les montagnes hallucinées du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Ça sert à rien pour notre critique, mais moi ça me fait plaisir. Allez, attaquons son 20e roman, Que ta volonté soit faite, thriller policier paru en janvier 2015 aux éditions Albin Michel. Embarquons pour Carson Mills, petite ville américaine fictive et typique du Midwest des années 50, c'est-à-dire remplie de républicains et de bigots, méthodistes ou luthériens. Vous y êtes ? Ok. Dans cette chère bourgade, nous suivrons un dénommé John Peterson. Ce type est, pour faire simple, un pervers cruel et violeur multirécidiviste. Un cas hautement pathologique donc. Et la majeure partie du roman sera consacrée à lui, à son évolution, de son enfance à l'âge adulte. Comment fait-il, et au fond comment fait-on, pour devenir un horrible sociopathe ? On le verra donc dans son jeune âge, d'abord s'exercer à la cruauté animale, puis la violence envers d'autres enfants, puis monter crescendo dans sa pathologie et finir par commettre des actes d'une atrocité certaine en y prenant du plaisir. En bref, on va sombrer avec lui dans l'abîme, dans la noirceur de l'âme humaine. Attention aux lecteurs et lectrices un peu fragiles, la violence de John Peterson, elle est réaliste, elle est pas du tout esthétisée. Par contre, elle est jamais gratuite, mais on reviendra sur cet aspect dans les points positifs et négatifs du bouquin. En parallèle des exactions de Peterson, on suivra Jarvis, le shérif, un shérif à l'âge avancé, fatigué, et qui va devoir enquêter sur de multiples viols et un meurtre. De ce côté-là, on est dans du polar classique, interrogatoire, témoignage, indices, scène de crime, vous connaissez les bails. Le narrateur nous déroulera donc les pérégrinations de ces deux personnages jusqu'à un final... Alors attendez, c'est marqué au dos du bouquin. Où tout converge vers un final aussi étonnant qu'imprévisible. Sacrée promesse. D'habitude, dans Lire ou ne pas lire, on compte un peu les points, comme pendant un match, point positif, point négatif, et à la fin, on donne le verdict. Et bah pour une fois, vu que c'est bientôt Noël, j'ai envie de changer. On va donner le verdict tout de suite. Alors, Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham est à mon goût l'un des plus gros ratages et l'un des plus mauvais polars que j'ai lu de ma vie. Ouais. Bon là je vais devoir m'expliquer. Bon, commençons par les points positifs, parce que ce bouquin en a. Il en a même un qui est une vraie réussite, et qui aurait pu le hisser sans problème au rang des grands polars. Son personnage principal, le pervers et cruel John Peterson. C'est très difficile de peindre un sociopathe de manière réaliste. C'est un travail d'horloger minutieux. Si on va trop dans le gore et le glauque, on décroche, ça vire splatterpunk, et ça marche plus. Et si on reste trop léger, on risque le consensuel, l'édulcoré et le faux, et ça donne les serial killers de séries télé qui sont ridicules. Bah là, Maxime Chatham réussit complètement. Déjà, le traitement de John Peterson est très réaliste, et en plus, son évolution, son escalade dans la violence, la perversion et la cruauté est très très bien gérée. Mais là où Maxime Chatham marque vraiment des points, c'est dans ces phases où John Peterson
sent grandir cette chose en lui et essaye de la calmer. Pour ça, le personnage de John va utiliser pas mal de négociations intérieures, des sortes de moyens avec son esprit de gérer ses pulsions pour les étouffer ou au mieux retarder la décompensation violente. Par exemple, ces moments où il se fait embaucher dans une boucherie et se défoule sur la bidoche à coups de batte de baseball pour l'attendrir. Ça, c'est rarement traité dans la fiction, où souvent on a l'impression que le sociopathe ne se débat pas avec ses pulsions. En fait, on sent qu'un travail de documentation a été fait sur le profil des psychopathes et sociopathes. On le sait d'ailleurs, puisque Maxime Chatham a une formation de criminologue. Et aussi, je l'ai entendu parler dans une interview de Stéphane Bourgoin, le spécialiste français des tueurs en série. Donc pour résumer, je suis resté accroché à ce bouquin grâce au personnage de John Petersen, qui est pour moi l'un des sociopathes les mieux réussis et les plus crédibles de la littérature style thriller. Il y a même des trouvailles qui sont géniales et qui fonctionnent vachement bien sur le plan symbolique. Je pense notamment à une scène où il y a une falaise qui s'effondre et qui révèle un paquet de trucs. Bon, ceux qui auront lu le bouquin sauront de quoi je parle, mais cette idée, elle déchire. Une sorte de mise en perspective macabre, ça j'ai bien aimé quoi. En deuxième point positif, on peut parler du rythme qui fonctionne très bien. On est sur un séquençage de chapitres très court, très dynamique, ça s'enchaîne très bien. Maxime Chatham, au bout du 20e roman, sait faire du tourne-page. Ça c'est clair, ça marche super. Et puis au niveau de l'aspect indissociable du polar, c'est-à-dire le suspense, est-ce qu'il y en a? Ouais, il y en a. Jusqu'au bout. Bon, à partir de ce moment précis dans la critique, ça se gâte. On attaque la question du style. Ouais, le style, il est... Au mieux, on n'y fait pas attention. Ouais, des fois, il y a des petits relents de King. Au pire, il se passe des trucs bizarres. Je vais vous lire un passage. La brume nappait le coteau de flaques éparses, des débris de nuages trop lourds pour monter au ciel, songeait Riley du haut de ses 11 ans. Et chaque jour, il n'y avait que le rosissement de l'horizon pour lui rappeler qu'il devait se hâter de rentrer pour souper. La roue chromatique des cieux tournait, son horloge à lui, sa montre cosmique, avec la lune et le soleil pour aiguille, un repère qui n'appartenait qu'à lui, songeait jeune fièrement. Des métaphores capillotractées, des phrases lourdes, un vocabulaire précieux, pour pas grand chose au fond. Honnêtement, bon je vais me faire flinguer dans les commentaires pour celle-ci, mais le style me fait penser de temps en temps à un auteur débutant qui veut faire littéraire. Fait chier quand même, c'est Maxime Chatham, c'est son 20e opus, il devrait pas tomber dans ce genre de piège quoi. Le style, ça porte un sens, c'est pas là pour faire beau. En fait c'est que... Non, gardez cette histoire de style dans votre tête, j'y reviendrai plus tard, parce que je pense que j'ai trouvé le coupable. Bon allez, on attaque le moment fort de la critique. La raison pour laquelle j'ai dit que c'était l'un des pires polars que j'avais lu de ma vie. Bon, j'ai parlé de Stephen King au départ, et j'ai dit que ce roman avait des relents de Stephen King. Et vous savez pourquoi d'autre il est connu, Stephen King ? Pour ses fins foireuses. Mesdames et messieurs, voici le crime originel, le méfait fondateur. Le fameux final, qui est, je cite, aussi étonnant qu'imprévisible. Bah putain. Bon, je vais devoir spoiler, bien évidemment. Aux 2/3 du livre, John Petersen est en roue libre. Il est d'une violence absolue envers sa femme qui force à se prostituer, pousse son oncle au suicide, vire sa tante de sa propre maison et terrifie son fils. Et surtout, ses pulsions de viol reviennent au galop. Riley, son fils donc, se rend compte qu'il doit faire quelque chose, parce que vu comment papa est parti, ça sent le sapin. Il s'apprête à faire quelque chose quand on retrouve John Petersen assassiné. Et finalement, nous apprendrons qui a tué le méchant John Petersen. Le lecteur. Maxime Chatham part du principe que c'est la volonté compilée des lecteurs qui tue John Petersen. Attends, comment le lecteur il peut tuer le personnage alors que l'auteur il a pas fini de l'écrire le roman ? Non, ça on s'en fout, c'est juste marrant. Non, le plus grave, c'est que ce final est une atroce idée qui fait du mal au bouquin sur plusieurs points. Bon d'abord, ça peut être vécu comme une grande facilité pour le lecteur. C'est une sorte de blague méta, de pirouette du 4e mur, dans un bouquin qui s'y prête pas du tout. On est dans un thriller noir, psychologique, qui nous montre la déchéance d'un sociopathe cruel et pervers quand même. Non, je vais vous le dire, ce final, il m'a fait l'effet d'une blague de paix dans une minute de silence pour les victimes d'un génocide. En moins drôle. Bon, je peux comprendre que Maxime Chatham a voulu faire ce petit trait d'esprit. Le gars, il a 20 romans policiers derrière, il en a peut-être marre de faire du polar classique, il a eu envie de surprendre. Et c'est là qu'intervient le vrai coupable de l'histoire. Ouais, parce que moi aussi, je peux pondre un coupable de dernière minute comme ça. Je vais vous dire qui est le coupable. L'éditeur. La directrice ou le directeur de collection aurait dû lui dire « Hey gars, ça marche pas !» Pareil pour le style inégal dont on a parlé tout à l'heure, normalement un éditeur n'aurait pas laissé passer ça. Mais quand on s'appelle Chatham, l'éditeur généralement il dit « Ok, merci pour le tapuscrit, on maquette, on corrige, on envoie, roule. » Bon, j'en veux pas à Chatham là-dessus, il m'a l'air d'être un gars super sympathique et un auteur talentueux, il a voulu se faire plaisir, y a pas de mal à ça. Mais j'arrive pas à m'ôter de la tête le fait que si ça avait été un auteur moins connu, jamais on l'aurait laissé sortir ce bouquin avec cette fin aussi poète-poète.
Bon, autre raison pour laquelle cette fin fonctionne pas. Elle affaiblit complètement la pertinence, elle érode les bons points de ce roman. Déjà, rien que le fait de tuer John Peterson aussi simplement et aux 2/3 du roman me semble être une mauvaise idée. Parce qu'avant que John Peterson ne meure, il y a une tension, il y a comme qui dirait un coup à jouer pour l'auteur qui aurait juste eu à suivre le fil organique de l'histoire. Parce que ouais, une histoire au bout d'un certain degré de développement, ça devient vivant, et l'auteur il a juste à tendre l'oreille pour voir où elle l'emmène. Vous vous rappelez les auteurs à histoire et intrigue? À partir d'un moment, l'histoire se penche sur Riley, le fils de John Peterson, qui a peur que son père finisse par le buter dans un élan de folie, mais ne peut pas se résoudre à l'assassiner ou le dénoncer aux flics, c'est son père quoi. Rien que cette situation aurait pu permettre des développements hyper intéressants. À mon avis, il y avait juste à suivre ce fil. Mais Maxime Chatham avait déjà cette idée de finale en tête, et bah ça flingue tout. Pareil pour l'identité du narrateur. Le type se présente jamais, mais grâce à quelques petits indices, on sait qu'on a affaire à un narrateur personnage, et on sait que ce type connaît à la fois John Peterson et Jarvis le shérif. Donc moi je me disais, ouais, c'est le narrateur qui est l'assassin. Et tout le but du jeu, dans le dernier tiers du bouquin, va être de savoir qui est le narrateur. Et ben en fait, on s'en fout. C'est peut-être le prêtre, apparemment, mais bon... Et enfin, pour rajouter une couche, Maxime Chatham dit que c'est la volonté compilée des lecteurs qui tuent John Peterson. Mais moi, je voulais pas qu'il meure. Ouais, c'est un atroce personnage, mais moi, en tant que lecteur, j'ai une curiosité, une fascination pour ce genre de personnage. Je voulais voir où il allait m'emmener. Alors, bas les pattes, Maxime, arrête de penser à ma place. Moi, je l'aimais bien, John Peterson. Enfin... Oui, ce thé est un faux raccord. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a aimé ce final. Alors là, il va falloir m'expliquer. Si vous avez lu le bouquin et que vous avez aimé le final, bah, je vous invite à défendre votre beefsteak dans la section commentaires, parce que je suis vraiment curieux. Pas curieux condescendant, hein, curieux vraiment. Bon, c'est le moment de la conclusion. Si j'ai parlé de ce bouquin, c'est parce que je pense qu'un grand ratage peut être aussi riche en enseignement qu'une super réussite. Donc lisez que ta volonté soit faite, surtout si vous êtes un écrivain en herbe, et encore plus si vous faites du polar. Contemplez la chute entière d'un roman qui a superbement bien démarré, et puis qui finit inéluctablement par s'enfoncer dans les eaux boueuses et pleines de microbes de la médiocrité. Et surtout, je pense qu'il y a une leçon essentielle à tirer de tout ça. On a tous des idées qu'on croit géniales, certaines le sont vraiment, d'autres pas du tout. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui est toujours capable de vous dire la tête froide, ça, c'est de la merde. Eh bien, chérissez cette personne, car en matière de création, c'est votre âme sœur. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu, et j'espère vous revoir bientôt dans un lire ou ne pas lire. Allez, à plus, et bonne fête.